D'accord, celui-ci est vraiment fou. J'ai archivé cela depuis quelques mois maintenant et je pense que le compte original a disparu depuis longtemps, donc ce sera bref. Il est intitulé « J'ai battu et sodomisé l'homme qui m'a assassiné quand j'étais enfant ». Il a posté cela dans nos confessions. Le post dit « Je ne confesse cela que parce que j'ai fait cela il y a 20 ans, donc le délai de prescription est dépassé dans mon état pour tous les crimes que j'ai commis. Quand j'étais enfant, j'ai rejoint les Boy Scouts et mon chef de troupe a profité de moi à plusieurs reprises. En tant qu'adulte, je l'ai rencontré dans un bar et il ne semblait pas me reconnaître, mais il était très coquet avec moi. Je l'ai reconnu et j'ai joué le jeu. Il m'a invité chez lui et j'ai accepté. Je l'ai reconnu et j'ai joué le jeu. Il m'a conduit là-bas, tout excité et tactile. Moi aussi, mais différemment de ce qu'il imaginait. Je prévoyais de lui prendre la vie. Dès que nous sommes entrés dans sa maison et que nous sommes allés dans la chambre et que nous avons enlevé nos vêtements, j'ai commencé à le battre. C'était un vieil homme et beaucoup plus faible que moi. Il criait et me suppliait d'arrêter, mais j'ai continué. Il avait une batte de baseball au mur. Original Poster l'a utilisé d'une manière que je ne peux pas décrire ici, mais vous pouvez probablement le deviner. Pensez simplement au titre de ce post. Honnêtement, je ne peux pas montrer la suite du message, mais l'auteur y révèle son identité et ce que l'homme lui a fait subir durant son enfance. Bien qu'ayant initialement voulu le tuer, il n'a pas pu et l'a plutôt battu jusqu'à l'inconscience. Maintenant, nous pouvons revenir au poste, car il continue avec « Je l'ai laissé là sur le lit, je me suis habillé et je suis parti ». Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui s'est passé après cela, mais d'après ce que je peux dire, il n'a jamais dit à une âme ce que je lui ai fait. Je l'ai traqué pendant un moment pour m'assurer qu'il ne venait pas après moi, mais je l'ai vu pendant et après sa convalescence et il pouvait à peine marcher. J'ai vraiment fait du mal à ses fesses et à ses jambes avec une batte et il ne semble jamais s'être rétabli. J'ai appris récemment qu'il était décédé le mois dernier. J'avais essayé d'oublier tout ce qu'il m'a fait et ce que je lui ai fait, mais tout me revient en mémoire. Je ne regrette pas mes actes envers lui et ne ressens aucun remords. Évidemment, cela pourrait être des mensonges inventés par un provocateur, donc soyez prudents. De ce que je me rappelle, c'était un compte jetable, donc avec un historique de publication limité. C'est l'un des posts les plus récents dans cette vidéo. Le texte a été partagé par Joueur510. Je devrais y apporter de nombreuses corrections orthographiques et grammaticales. J'ai rencontré une fille sur une appli de rencontre. Le premier rendez-vous s'est bien passé, mais le second a failli me coûter la vie. Il y a un an, j'utilisais une application de rencontre locale permettant de discuter avec des personnes de ma région. J'ai rencontré une fille sympa avec qui j'avais des intérêts communs. Nous avons rapidement sympathisé, échangeant nos numéros et des photos. Tout était parfait, un peu trop parfait. Elle était tout sur moi, disant des choses comme « tu es un gentleman, mais c'est juste pour les dames qui lisent ce post ». Mais elle était obsédée par moi, une première pour moi avec une fille. Même si elle n'était pas la plus belle fille, elle me faisait ressentir une certaine façon. Puis à un moment donné, nous nous sommes rencontrés un samedi après-midi et avons passé un bon moment. Je suis ensuite allé chez elle, je voulais y passer la nuit mais elle ne m'a pas laissé. J'ai pensé qu'elle avait peut-être perdu de l'intérêt à cause de ma mauvaise performance. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas être dérangé et j'ai continué ma journée puis quitté la maison. Non, elle n'a pas perdu d'intérêt. Elle m'a demandé si j'étais bien arrivé après être rentré. On a échangé des textos 30 minutes plus tard. Et c'est tout jusqu'à 2 semaines plus tard, quand j'ai terminé mes études, je voulais la revoir mais quelque chose était différent. Son style d'écriture sans émoji est plus direct, elle a presque instantanément répondu, ce qui est un peu différent car elle prenait toujours son temps. Je la connaissais comme ça mais j'étais excité. Et je m'en fichais. Elle semblait presque être une autre personne. Et derrière son téléphone, j'ai dit que je viendrais la chercher avec ma voiture chez elle, mais elle a insisté pour que nous nous rencontrions plutôt dans son parc local. Confus, je lui ai demandé pourquoi là-bas. Elle m'a dit de ne pas poser de questions stupides. Et a dit sois juste là à l'heure et j'ai obéi. J'attendais. Elle est arrivée 10 minutes plus tard, mais ça m'était égal. J'étais juste tellement heureux de la revoir. Elle a garé sa voiture et j'ai eu un drôle de pressentiment. J'ai vérifié les alentours pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal. J'ai aussi vérifié les buissons pour prévenir une éventuelle embuscade. Elle n'est également pas sortie pendant les 2-3 minutes suivantes et j'étais convaincu que c'était une de ces blagues stupides et drôles qu'elle faisait parfois auparavant. Je ne pouvais pas la voir dans sa voiture aux vitres teintées. Je me tenais à une trentaine de mètres, attendant qu'elle sorte de sa voiture, mais elle ne l'a pas fait. Je souriais, même à sa voiture, probablement à cause de la nervosité, et pensais qu'elle me faisait une blague. Mais soudainement, je reçois un appel. Je sors mon téléphone et c'était elle. Quand j'ai vu son nom sur mon téléphone, j'ai entendu plusieurs portes s'ouvrir simultanément.
La voiture était garée horizontalement, m'empêchant de voir s'il y avait d'autres passagers qui ont ouvert la porte. Mais je savais que mon corps était instantanément en mode combat ou fuite, signe que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai couru pour ma vie sans regarder en arrière qui ou quoi est sorti de la voiture. Après m'être échappé, j'ai supprimé et bloqué son numéro. Je crois encore aujourd'hui qu'elle a trompé son petit ami et qu'il a découvert d'une manière ou d'une autre et voulait me battre ou me faire encore plus de mal. J'ai entendu parler de tout cela dans les actualités sur la façon dont les gens réagissent à cause d'une fiancée ou d'une épouse infidèle et je ne voulais pas être une autre victime. Je ne crois même pas qu'elle était dans la voiture, probablement 2 gars ou plus, qui avaient l'intention de me faire du mal sérieusement. J'ai été surpris de constater ma vitesse de course quand je m'y mets vraiment, probablement grâce à l'adrénaline. Quelle sensation incroyable. La rédaction du post semble authentique et son explication est intéressante, j'ai dû en tenir compte. Il pense qu'elle a trompé son petit ami, mais cela aurait pu être bien plus sinistre. En lisant le post, je croyais qu'une femme séduisait les hommes en couchant avec eux, puis lors du rendez-vous suivant, ils étaient kidnappés et trafiqués. En même temps, on pourrait soutenir qu'ils avaient déjà eu l'occasion de le trafiquer lorsqu'il était vulnérable et chez elle, mais cela aurait peut-être été trop suspect. Donc aucune idée. Les deux sont des explications possibles, mais heureusement, il ne lui est rien arrivé. Il a également répondu à un tas de commentaires, ce qui ajoute à l'authenticité de cela. Dans celui-ci, Original Poster décrit son expérience avec un harceleur très dangereux. Il lit « Le harceleur croit que je lui appartiens » et menace de prendre la vie de ma famille. Son arrestation n'a fait que le rendre plus agressif. S'il vous plaît, aidez-nous, c'est difficile de rendre cela cohérent et sûr pour moi. Mais je vais faire de mon mieux, j'ai désespérément besoin de conseils et d'orientation, je dois être vraiment prudent pour ne pas éveiller les soupçons de cette personne. Alors s'il vous plaît, posez simplement des questions, si je semble trop vague. Je subis le harcèlement d'une personne souffrant de troubles mentaux. Je les ai rencontrés il y a 18 ans dans un contexte d'enseignement, avec un contact minimal dans le programme. Il n'était pas malade à l'époque, juste un étudiant ordinaire. Étant proche en âge des étudiants, j'étais très strict sur les limites pour garder un cadre professionnel. Ainsi, je suis resté sans nouvelles d'eux pendant 13 ans. 5 ans plus tard, l'étudiant a repris contact de façon alarmante. J'ai tenté d'être courtois, mais ils m'ont fait peur, alors je leur ai dit de cesser de me joindre. Je n'étais pas proche de l'étudiant, donc j'ignorais pourquoi ils essayèrent de me contacter. Pendant 3 ans, cette personne est devenue de plus en plus agressive, menaçante et harcelante. Il m'a déclaré comme sa propriété qu'il allait me sauver et que je devais revenir vers lui. Si je ne le faisais pas, il prendrait ma vie. Je l'ai signalé, mais la police n'a pas été très utile avec mes rapports. Ne pouvant me trouver en personne, il a tenté de me joindre par divers moyens électroniques et téléphoniques, trouvant toujours de nouvelles façons de me contacter. J'ai arrêté d'utiliser les réseaux sociaux, j'ai arrêté de sortir autant, j'ai arrêté de répondre à mon téléphone et pourtant la situation a continué à s'aggraver. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai revendiqué mes droits auprès de la loi. J'avais des montagnes de preuves au point où plusieurs juges ont exprimé ouvertement leur choc et leur alarme. Il a été arrêté, inculpé, emprisonné plusieurs mois et une ordonnance de protection officielle a été émise. Il a refusé l'évaluation et l'aide en santé mentale. Il a été arrêté plusieurs fois pour des infractions mineures à l'ordonnance, mais rien ne justifiait une peine de prison. Eh bien, il est sorti depuis quelques années et au cours des derniers mois, il a commencé à m'obséder à nouveau. Bien qu'il ne me contacte pas directement, il publie à mon sujet sur de nombreuses plateformes de médias sociaux et en ligne. Mon nom, ma photo, beaucoup de mensonges diffamatoires sur notre relation soi-disant. Cependant, le plus inquiétant est que ces menaces sont devenues beaucoup plus prononcées, violentes et fréquentes. Il a déclaré qu'il allait prendre la vie de quiconque autour de moi, y compris mes frères et sœurs, mes voisins et même les membres de l'église que je fréquentais. En résumé, toute personne qui me parle me méprise, souhaite ma souffrance et veut que je revienne vers elle. J'ai appelé diverses ressources pour obtenir des conseils sur ce qu'il faut faire et pour eux, c'est assez clair et net. Son comportement enfreint l'ordonnance de protection, il sera arrêté. Mais ensuite quoi ? Il sera bientôt libéré, encore plus en colère et agité contre moi. Il me blâme à 100% pour son arrestation originale, son emprisonnement. Il ne voit pas le lien entre son comportement, les menaces et son emprisonnement. Il est très malade. Et il a même témoigné que j'ai soudoyé le juge et la police et que je les ai sous mon contrôle. Je suis convaincu que si je le fais inculper pour violation de l'ordonnance à mon encontre, il tentera de s'en prendre à ma vie ou à celle de ma famille à sa libération. J'ai envisagé d'aborder la situation du côté des menaces de masse et moins en me concentrant sur moi. D'une part, il pense que je fais partie d'une religion spécifique, donc je crains qu'il essaie de nuire à ses membres. Il pense que ma famille fait aussi partie de cette religion et qu'il doit donc éliminer mes proches.
C'est en partie pourquoi il croit qu'il mérite de mourir. Étant donné ces éléments, est-ce un cas que le Federal Bureau of Investigation pourrait traiter? Peut-on présenter cela comme une menace générale pour plusieurs personnes sans m'identifier directement? Je veux absolument éviter un retour au tribunal convaincu que cela ne ferait qu'aggraver son comportement. Que puis-je faire? Comment puis-je faire en sorte que cela concerne ces menaces et moins mon ordre de protection? Aidez-moi s'il vous plaît, j'ai peur pour moi et pour ma famille. Je suis toujours stupéfait de voir à quel point les gens peuvent se montrer horribles et macabres. En général, je comprends son approche. Elle pense que cela provoquerait davantage le coupable si elle le dénonçait à la police. Mais en même temps, cela renforce également son comportement puisqu'il n'y a aucune conséquence à cela. Oui, il a été arrêté pendant quelques mois, mais cela n'était clairement pas suffisant. Le juge pourrait envisager de l'emprisonner pour une période plus longue, peut-être jusqu'à quelques années. Il pourrait également être contraint de chercher une thérapie, car auparavant, il avait le droit de la refuser. Le problème, comme Original Poster l'a déjà souligné, elle craint que peu importe combien de temps il reste en prison, une fois sorti, il cherchera à se venger. J'ai envisagé d'autres options comme déménager dans un autre État ou pays, mais le problème est que ce n'est pas seulement elle qui est en danger, mais aussi les personnes dans son entourage. Mon autre idée était de consulter réellement tous ceux qui étaient à menacer et de déposer une action collective en justice, mais je n'ai en réalité aucune idée si c'est quelque chose qui pourrait être fait aux États-Unis. C'est une situation très complexe. Je suis curieux de connaître votre opinion. Comment géreriez-vous ce malfaiteur? Dites-le dans les commentaires. Le sujet suivant remonte à 2 ans, mais il y a eu plusieurs mises à jour à ce sujet, la plus récente datant d'il y a seulement quelques mois. C'est élaboré mais très intéressant. Un utilisateur qui se fait appeler That Might Not Be a Murder a commencé des discussions sur son père dans quelques sous-Reddit, mais c'est sur Reddit Bureau of Investigation qu'il a eu le plus de succès. C'est une lecture très longue, alors s'il vous plaît, soyez patient avec moi et résumez également le post de mise à jour pour que cela ne se transforme pas en moi lisant des choses pendant une demi-heure. Soyez patient avec moi pendant que je raconte cela du mieux que je peux. Je dois rester un peu vague sur certains détails afin de protéger mon anonymat. Cependant, je ferai de mon mieux pour être aussi clair que possible sur la série d'événements en septembre 2015. La petite amie de mon père, Sherry, a commencé une liaison avec l'un de ses amis nommé Billy. Billy et mon père étaient amis depuis le lycée, et je le connaissais bien. Il était un peu nerd et un peu bizarre, mais il était assez gentil. Mon père, sans surprise, était assez contrarié par l'affaire, mais lui et Sherry avaient déjà des problèmes de couple, et je pense qu'il était heureux de trouver une raison de la quitter officiellement. Je savais qu'il avait eu quelques rencontres relativement cordiales avec Sherry et Billy car ils vivaient tous dans la même ville, mais il les avait surtout tous les deux complètement coupés. Pendant ce temps, Sherry a emménagé dans une nouvelle maison proche de celle de mon père. Pour Thanksgiving 2015, mon père traversait une mauvaise passe. Je crois qu'il était un peu déprimé à cause de l'affaire, mais suite à un récent accident de voiture, il avait perdu son emploi à cause d'une blessure au dos. Il avait donc des problèmes financiers en attendant le règlement d'un procès sur lequel il comptait. Au début de décembre, à 8h du matin, mon père m'a appelé au travail. Nous n'avons parlé que pendant environ 10 minutes, mais il était de très bonne humeur. Nous avons ri et planifié de passer le week-end ensemble. Il a brièvement mentionné que Sherry l'avait appelé 1 heure plus tôt, mais il a ignoré l'appel. Je me souviens à peine qu'il l'ait dit. En rentrant du travail ce soir-là, mon téléphone a sonné. Une amie de la famille m'a appelé pour me dire que mon père était mort, mais elle n'avait pas d'autres détails. J'étais totalement choqué. J'ignorais ce qui se passait et étais dans le déni immédiat car nous venions de faire des projets. 1 million de pensées me traversaient l'esprit, comme un accident de voiture ou une crise cardiaque. Peu après, mes 2 oncles et ma grand-mère ont toqué à ma porte. C'était vrai. Le plus grand choc fut cependant la mort de Sherry. On croyait qu'un avait pris la vie de l'autre, puis avait pris sa propre vie. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Billy était la personne qui a trouvé leur corps chez Sherry et était actuellement interrogé par la police. Un enquêteur sur les lieux m'a appelé, il a dit que c'était une affaire évidente. 2 adultes décédés, chacun avec une blessure par balle à la tête. Mon père tenait toujours l'arme. Mon père était chasseur, donc j'étais curieux de l'arme du crime. À ma surprise, c'était un petit pistolet à gouge, mais pas celui de mon père. C'était celui de Sherry. Lors d'un appel, l'officier m'a révélé que mon père et Sherry avaient eu des relations sexuelles consenties avant leur décès. Il a aussi mentionné un écart de temps plus important. Il a supposé que mon père avait pris la vie de Sherry, avait immédiatement regretté, passe à considérer ses options et a finalement décidé de se suicider. En écoutant cela, je ne peux tout simplement pas comprendre tout cela.
car c'était tellement hors de caractère pour mon père. Et pas dans un sens du genre « je ne crois pas que mon père aurait pu faire ça », comme une authentique confusion honnête. D'abord, il n'était même pas si triste concernant l'affaire. Ils étaient déjà séparés depuis 3 mois à ce stade, et il semblait assez heureux malgré tout cela. Deuxièmement, comme mentionné précédemment, Chéri vivait dans une nouvelle maison. Mon père ne savait rien de sa maison, alors pourquoi ou comment finirait-il avec son arme dans sa maison ? Il possédait ses armes. De plus, je savais qu'elle l'avait contacté ce matin-là, mais qu'il n'avait pas répondu. On a du mal à croire qu'une personne suffisamment désespérée pour ôter la vie à quelqu'un d'autre laisserait passer une occasion d'interagir avec cette personne. Rien de tout cela n'avait de sens. Cependant, je devais accepter les informations fournies et faire confiance au savoir-faire du département de police. Sans parler du fait que je devais organiser des funérailles et faire un deuil profond. Quelques jours plus tard, je suis allé chez mon père récupérer ses affaires et régler ses affaires. Sa maison était étonnamment tout allumée. Lumières et télévision allumées, chat affamé, café du matin et herbe sur la table basse, porte arrière déverrouillée, etc. C'était comme s'il avait quitté précipitamment la maison en comptant revenir aussitôt. Ce n'était pas la maison de quelqu'un parti sans vouloir revenir. Je sais que les circonstances peuvent faire agir étrangement, mais c'est bizarre. Il n'aurait jamais affamé son chat. Un autre signe d'alerte, mais j'ai continué. La police m'a remis certains de ses effets personnels de la scène de crime. Mon petit ami a regardé dans son téléphone pour des indices. Nous avons vu qu'après notre discussion, il a répondu à un appel de Chéri durant 11 secondes. Mais nous avons aussi trouvé d'étranges short message service. Aucun des textes ne semblait provenir de mon père parce que 1. Il avait une grammaire terrible et 2. Il ne savait pas envoyer de texto. Je n'en ai jamais reçu de lui de toute ma vie. Il avait un téléphone à clapper avec T9 en 2015 bon sang. De nombreuses personnes m'ont dit que cela semblait injuste. J'étais d'accord, trouvant rien de cela correct, mais je n'avais que mon instinct pour me guider sans rien de vraiment concret. Ce qui n'est pas suffisant lorsqu'on a affaire à la police ou aux enquêteurs. À un moment, j'ai dû demander aux gens d'arrêter de me dire qu'ils pensaient là que c'était un piège, car je ne pouvais rien y faire et je commençais à en perdre le sommeil. J'avais une peur bleue de devenir l'une de ces personnes qui s'obséda sur quelque chose par pur déni. Personne n'allait prendre mon sort au sérieux, et je savais déjà que je serais négligé et ignoré. Pendant les 5 dernières années, je n'ai fait que stresser et me taire. Jusqu'à maintenant. Ce vendredi passé, j'ai reçu un appel de quelqu'un très proche du groupe d'amis de mon père, me poussant à insister davantage pour rouvrir le dossier de mon père. Récemment, il est apparu que Billy est apparemment un maître escroc et un fraudeur. Je suppose que Chéri est l'une des 3 petites amies que Billy a trouvées mortes depuis 2010. Avec ce dernier paragraphe, les choses deviennent vraiment intéressantes. Comme mentionné, il serait trop long de tout revoir, donc je ne partagerai que les points clés des mises à jour. Après avoir partagé toute l'histoire, elle a ajouté plus d'informations. Avant de sortir avec Chéri, Billy sortait avec une autre fille qui avait de l'argent. Elle a été retrouvée morte peu après. Quand Billy a commencé à sortir avec Chéri, elle a hérité d'une somme comprise entre 500 000 et 800 000 de son père. Sa copine est atteinte d'une insuffisance organique depuis 1 an. Héritière d'une importante somme d'argent, elle a été retrouvée morte la semaine dernière. Elle ajoute également que Billy aurait prétendument plusieurs images du corps de son père et de Chéri, mais le motif n'est pas clair. Original Poster décrit ensuite le scénario complet du jour du crime et dit qu'il y avait plusieurs occasions où Billy aurait pu attirer son père dans la maison de Chéri pour mettre fin à sa vie. Le problème est que la police ne voit pas vraiment l'affaire comme mystérieuse, donc l'affaire a été rapidement clôturée. Après avoir partagé cela, les commentaires ont souligné l'absurdité de tous ces mensonges pour des raisons financières, puisqu'il n'a épousé aucune de ces femmes. À moins qu'elle ne lui ait volontairement donné tout leur argent, il n'y a pas vraiment de moyen légal de prendre l'argent. Dans une mise à jour, elle mentionne avoir demandé le dossier Freedom of Information Act pour l'affaire de son père, mais cela n'a fourni que très peu d'informations supplémentaires. Elle a envoyé un courrier au chef adjoint de la police qui voulait l'entendre, mais elle a refusé de lui parler, car elle était, je cite, non préparée et avait besoin de plus de temps pour recueillir des informations. Dans une autre mise à jour, elle détaille très minutieusement sa conversation avec Linda, l'ex-femme de Billy, qui s'accroche à la vie car elle est très malade. Dans leur conversation, elle est d'accord avec l'auteur du post pour dire que Billy a probablement ôté la vie à l'une de ses petites amies et que Linda était même allée voir la police, mais l'enquêteur aurait prétendument minimisé, disant que les lacunes de son enquête seraient mises en lumière s'il était d'accord avec elle. Il a donc décidé de ne pas rouvrir l'affaire.
Cet officier était la même personne qui a proposé d'appeler l'auteur du poste, ce que l'auteur du poste a refusé. Dans sa 3e mise à jour, elle a admis avoir gâché la demande Freedom of Information Act et a décidé de laisser un professionnel s'en charger sans fournir d'autres informations notables. Toutefois, lors de sa dernière mise à jour, elle rencontre enfin l'enquêteur principal dans l'affaire de son père qui, sans surprise, ne la croit pas. Il a clarifié quelques points que Original Poster aurait prétendument mal compris, comme le décès de l'une des petites amies de Billy qui était un accident causé par elle-même et non par Billy. Malheureusement, c'était la dernière mise à jour, il y a environ 6 mois. Le dernier commentaire qu'elle a écrit date de 3 mois, où elle dit qu'elle va prendre une pause. Évidemment, j'ai omis pas mal de choses, mais elle déclare également qu'il n'y a pas d'enquête en cours, et apparemment personne ne se soucie de cette affaire, ce qui est assez triste. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Certes, il y a pas mal de choses qui semblent tristes ou très suspectes, mais en même temps, il n'y a aucune preuve concrète de quoi que ce soit. La police est soit très incompétente et ou corrompue, soit il n'y a vraiment rien de plus à cela. Que pensez-vous de cette affaire? J'aimerais connaître votre point de vue. Partagez vos réflexions ci-dessous. C'est un court message qui a été posté il y a quelques jours par Kayla Claude. Il est écrit que j'ai failli être enlevé il y a quelques années, vers la mi-novembre, mais qu'un bruit étrange m'a sauvé la vie. Ma mère et moi adorions être dehors et faire des promenades. Malgré la nuit glaciale, nous avons décidé de sortir pour une petite promenade. En rentrant chez nous, nous avons emprunté cette rue que nous utilisons tout le temps. C'est une rue de quartier qui mène à la rue principale puis revient dans notre quartier. Nous sommes à mi-chemin dans la rue quand j'entends un chien aboyer par-dessus la musique sur mon téléphone. Je l'ai éteint et me suis tourné pour chercher le chien parce que j'adore les chiens et je n'étais pas au courant qu'il y avait un gros chien dans la rue. Juste pour le contexte, je connais pas mal de gens dans la rue et je sais quelles maisons ont des chiens. La plupart des gens du quartier ont des petits chiens ou des chats. Le bruit provenait d'une maison sans chien. En me retournant, j'ai aperçu une grande masse sombre tout près de moi. 2 pas de plus et il m'aurait saisi. Je me suis immédiatement senti bizarre et j'ai marché rapidement vers ma mère qui n'avait pas réalisé que je m'étais arrêté. J'ai éteint mon téléphone et lui ai chuchoté que je pensais qu'on nous suivait. Elle s'est retournée et a attrapé mon bras et m'a dit qu'il y avait 2 hommes juste derrière nous. Nous avons commencé à marcher en zigzag et effectivement, ils ont suivi chacun de nos pas. Quand ils ont réalisé qu'on savait, un des gars a commencé à discuter avec nous. « Il était bien tard pour une marche, n'est-ce pas ?» poursuivit-il ses questions. Ma mère a poursuivi sa marche en répondant brièvement. Au son de sa voix, j'ai su le danger et j'ai appelé les urgences. Ma mère m'a plutôt dit d'appeler mon père, qui pourrait nous rejoindre plus vite, vu qu'on était presque à la maison. Nous sommes arrivés dans la rue animés et avons vu qu'il marchait rapidement derrière nous. Nous avons pris le risque et couru au milieu de la rue, les voitures Bezazur passant de chaque côté. Nous avons retraversé et rencontré mon père de l'autre côté. En regardant de l'autre côté de la rue, les 2 hommes n'étaient plus là. Nous sommes montés dans la voiture et avons fouillé les rues, mais ces gars ont disparu dans ce qui semblait être de l'air pur. J'ai demandé à ma mère si nous aurions été kidnappés si je n'avais pas entendu le chien. Elle m'a demandé quel chien. Je lui ai demandé comment elle n'avait pas entendu aboyer ce gros chien, surtout avec son ouïe si bonne. Je ne sais toujours pas ce que j'ai entendu exactement, mais je sais que cela m'a probablement sauvé la vie. C'est tout pour cet épisode. Si vous ne l'avez pas fait, cliquez ici pour la liste de lecture complète. Prenez soin de vous. Au revoir.